Donc, je m'appelle Johan Roturo. Je me présente rapidement. Donc, je travaille au ministère des Armées à la reconversion des militaires, puisqu'au ministère des Armées, on a une cellule, on va dire, on a une agence de reconversion sur le modèle, on va dire, on pourrait apparenter ça à un cabinet d'outplacement ou une forme de pôle emploi. Et en fait, pourquoi on fait ça ? Parce que nous, les militaires, ils sont engagés pour une durée limitée. Et la moindre des choses, c'est de pouvoir leur offrir une seconde vie professionnelle. Donc, je vais m'arrêter là, parce que je viens pas vous présenter ce que je fais au ministère des Armées, mais c'est pour faire le lien avec ce que je vais vous présenter. Puisque au ministère des Armées, donc je représente le ministère des Armées au sein d'une association qui s'appelle DIES, que je vais vous présenter, et qui regroupe d'autres grandes organisations, publiques, privées, qui font le même travail que moi, qui accompagnent leur personnel, je veux dire personnel parce que ça peut être, demain il y aura peut-être des administrations publiques, il y a une administration publique, il y a il y a des organismes parapublics, il y a des acteurs privés, mais ces organisations accompagnent leur personnel dans leur mobilité vers la création ou la reprise d'activité. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler de ce phénomène. Voilà. Que l'on appelle l'essaimage. Et vous verrez, il y a différentes formes d'essaimage. Donc, je suis là pour vous expliquer ce que c'est. Et puis aussi, pas pour vous vendre l'association. Voilà. J'ai encore 30 minutes pour convaincre. Donc, l'association DIES, ça veut dire développement de l'initiative et de l'entrepreneuriat chez les salariés des entreprises. Alors, je vais vous dire tout de suite ce que c'est. Alors, simplement, nos objectifs, au travers de cette association qui est désintéressée, c'est de favoriser les politiques d'appui à la création par les salariés, mais on devrait dire par les personnels des organisations, faudrait le dire au sens large. C'est un lieu d'échange, un centre de ressources et un outil de valorisation de nos actions que l'on peut mettre en place. En gros, c'est alors là, il y a une vingtaine de membres à peu près. C'est la photographie en 2017. Ça a un peu évolué depuis, mais on est toujours entre 15 et 20 membres annuels. Et très simplement, pour pas vous raconter des cracks, c'est des gens comme moi, des opérationnels qui veulent échanger avec leur pairs sur cette question, parce qu'on partage des problématiques communes, genre comment faire parler notre mission, comment avoir une action efficace, responsable, avoir je sais pas, de l'adoubement des syndicats pour pas prendre cette action d'essaimage par exemple pour des plans de départ volontaires ou des plans de sauvegarde, etc. quoi. Puisque c'est pas ça, je vais vous expliquer, on est dans une autre démarche, quoi. Donc dans le cercle des membres, vous avez le CEA, vous avez la Poste, Oracle, Airbus, Schneider, Saint-Gobain, Sanofi, EDF, Orange, je vais pas tous les citer, et on se réunit entre 4, 5, 6 fois par an et pour échanger comme un club j'allais dire une bêtise, mais voilà, comme un club d'intéressés par le sujet. Et on permet à des acteurs de l'entrepreneuriat, on leur offre cette possibilité de venir nous présenter leur action, puisque on a bien compris que nous, on serait jamais experts sur le sujet de la création d'entreprise, mais que c'était avec ceux qui savaient, avec qui on pouvait travailler, quoi. Donc en fait, si vous avez, je vous le dis, je vous tends la main, si vous souhaitez venir parler de vos activités, etc., on prend contact. Et puis on vous met à l'ordre du jour pour la prochaine réunion plénière. Et nous, ça nous fait un partage d'expérience, ça facilite le benchmark, etc. Enfin, c'est assez intéressant. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus ? Oui, je vous ai pas fait l'historique, mais voilà, c'était créé en 2000, ouais, à peu près, ouais. Donc vous voyez, elle a presque 20 ans d'existence. Alors, le contexte. Pourquoi on a voulu mettre dans Procréa le sujet de l'essaimage ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous l'avez vu, tout pousse à entreprendre. Mais à tous les étages. Vous avez vu, là, on vous a parlé des quartiers prioritaires, on a des entrées par public, on a des entrées par territoire, on a des entrées par étape de la vie de l'entreprise. Et bien, on a aussi, par rapport au statut, au regard de sa situation professionnelle. Voilà. On parle de l'insertion souvent, on parle aussi de la compétitivité, mais on parle aussi moins de la reconversion, quoi. Et donc, aujourd'hui, on a un cadre qui est vraiment favorable. Alors, je vous refais pas les textes de loi du Code du travail, mais vous savez qu'il y a un congé
pour création d'entreprise qui a été gravé dans le Code du travail, mais bon, qui est assez sommaire, mais qui, par exemple, aujourd'hui, EDF, je crois, ou j'ai pas envie de dire de bêtises, mais propose des congés pour création d'entreprise, pas nécessairement calqués sur celui du Code du travail, mais plus avantageux, en durée, par exemple. Alors, là, je vous donne des débuts de réponse, mais après, je suis venu avec un petit cadeau, puisque tout ce que je vous raconte là, c'est consigné dans un guide sur les SEMAJ qu'on a appelé salariés devenez entrepreneurs. Voilà. Vous avez également le congé sabbatique, vous avez le temps partiel pour création d'entreprise. Vous savez qu'il y a eu une mesure à une époque, alors je vais pas retrouver la date, mais en gros, je sais plus si c'est en 2004, 2008, je sais plus. Mais sur la clause d'exclusivité, vous savez que quand vous êtes salarié dans une entreprise, vous avez une clause d'exclusivité qui vous interdit d'exercer une activité par ailleurs. Ben, celle-ci est inopposable pendant une année. Ce qui vous permet, si vous le voulez, dans le respect de votre obligation de loyauté vis-à-vis de l'employeur, d'exercer une activité parallèle. Et au terme de cette année, soit vous quittez, c'est soit vous en allez, soit vous restez. Mais si vous restez, vous devez fermer la boutique, puisque elle est inopposable seulement pendant une année. Et puis la rupture conventionnelle, qui a été un réacteur, quoi, associé au régime de l'auto-entrepreneur, qui a fait, si vous voulez, qui a permis aux salariés, j'ai envie de dire d'une manière générale, de se lancer dans des activités complémentaires de masse. D'ailleurs, pour la petite histoire, alors moi j'ai travaillé à la PCE, donc ex-AFE, enfin machin, pendant 6 ans, et je suis arrivé au lancement du régime de l'auto-entrepreneur, et à l'origine, c'était quelque chose qui avait été pensé à la PCE, ça s'appelait l'entrepreneur occasionnel en fait. C'était justement pour offrir un cadre juridique souple pour ceux qui ne voulaient pas en faire leur activité première. L'activité entrepreneuriale. Bon, après, on a eu le gouvernement qu'on a eu. Ils ont dit mais non, on va l'étendre à tout le monde, cette souplesse, cette facilité d'accès. Mais vous voyez, il y avait déjà, il y a donc maintenant plus de il y a 10 ans, il y avait déjà cette envie de faciliter la mobilité, le cumul d'activités. Et vous le voyez aujourd'hui, on est dans une ère où les parcours professionnels sont plus vraiment linéaires, etc. Donc voilà, tout est réuni pour. Des fois même j'aime à penser, mais parce que j'aime bien faire de la futurologie, de me dire que peut-être demain le premier organisme d'accompagnement à la création d'entreprise, ça serait peut-être demain les entreprises, quoi. Bon, c'est une idée que je vous lance comme ça, mais pas toutes les. Mais oui, mais pas toutes les entreprises effectivement, pas toutes. Et ouais, bon alors on pourra en parler après. Oui, pourquoi pas. Alors, les SEMAJ, qu'est-ce qu'on entend? Alors, dans notre guide, on a dressé le bestiaire de toutes les terminologies liées à l'entrepreneuriat, mais de manière générale, quand on est dans une entreprise. Alors, on vous donne des définitions sur ce que c'est que le corporate hacking, l'intrapreneuriat, l'open innovation, l'extrapreneuriat, l'excubation, tout ce que vous voulez, mais c'est pas le propos. Là, je viens vous parler de l'ESSEMAJ. L'ESSEMAJ, c'est l'action d'accompagner une mobilité. D'accord, vers le développement d'un projet entrepreneurial. Ok, l'intrapreneuriat c'est une action interne, l'open innovation c'est plutôt une action de sourcing, détection de briques de technologie ou d'applications qui peuvent être recyclées dans un écosystème existant, etc. de l'entreprise. Mais là c'est pas le sujet. Donc je vous ai fait la typologie des différentes formes des SEMAJ. Alors on a les SEMAJ salariales, qui est vraiment j'accompagne quelqu'un dans son épanouissement personnel. Il me dit voilà, j'ai fait le tour du sujet, j'ai envie de m'en aller. Eh bien là, l'entreprise peut l'accompagner dans une réflexion. Alors elle peut le faire de bout en bout, ou alors en sous-traitant une certaine partie de cet accompagnement auprès d'opérateurs dont c'est le métier. Donc là, les SEMAJ salariales, c'est vraiment à l'initiative du salarié, c'est pour son parcours professionnel et ça n'a aucun lien avec l'entreprise. Après, vous avez les SEMAJ technologiques. C'est quelqu'un qui va... des fois, d'ailleurs, les SEMAJ technologiques, ça part souvent même d'une innovation, ce qu'on appelle... Vous savez ce que c'est de l'innovation participative? C'est en gros, c'est quand vous dites à vos collaborateurs, écoutez, si vous avez... On va ouvrir une boîte à idées, si vous en avez une, allez, mettez-la dedans et puis on va voir ce qu'on peut en faire. Des fois, et souvent, il y a des bonnes idées qui en sortent.
Ça donne lieu à un développement, mais il se trouve que ce développement, alors on dit, il n'est pas core business, il rentre pas dans le cœur d'activité en dur de l'entreprise. Donc là, on va permettre en fait aux porteurs de projets en interne de l'accompagner dans, j'ai envie de dire, son exfiltration de l'entreprise pour développer sa brique technologique ou son projet à côté, quoi. Mais après, il n'y a plus de lien, j'ai envie de dire, il n'y a pas de lien financier, juridique. Il fait sa vie. Il peut très bien devenir partenaire, fournisseur à un moment ou à un autre. Mais c'est voilà, il a développé quelque chose qui n'est pas, qui ne rentre pas dans la ligne stratégique de l'entreprise. Et enfin, on a l'essaimage stratégique. Donc c'est un peu comme l'essaimage technologique, mais là, on a quelqu'un qui a développé quelque chose qui est vraiment core business, stratégique, mais qu'on ne souhaite pas développer en interne pour plein de raisons juridiques, financières. Et donc, on va faire ce qu'on appelle, c'est un spin-off, on va l'externaliser et on va garder un lien capitalistique avec cette entreprise, quoi. Voilà. Donc, c'est à peu près les trois formes d'essaimage. Voilà. C'est dur de catégoriser les choses, parce qu'on aime bien mettre les choses dans des boîtes. Et donc on s'est fait aider, d'ailleurs, je citerai par un cabinet qui est très bon et qui nous a fait parler, etc. Et puis on a essayé de créer un cadre de réflexion sur ce que c'était l'essaimage. Voilà. Alors le point de vue des différentes directions sur l'essaimage. Alors c'est quoi les avantages? Pour la direction générale aujourd'hui, c'est d'être, vous savez, enfin, je sais pas si j'en parle après, mais on est dans cette logique un peu de, je sais pas si vous entendez parler de ça, de marque employeur. Ouais, c'est de dire, je vais pas respecter le fil, mais moi je trouve que c'est une belle idée de dire à quelqu'un quand il rentre dans une équipe, t'es libre en fait de tes choix. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, nous à l'armée, quand un militaire s'engage, on lui dit tu vas t'engager, mais potentiellement ça peut être que pour une durée limitée. Voilà, puisque le gage d'une armée efficace, c'est une armée jeune, donc il faut assurer un turnover continuel. Donc on est sur des contrats courts et donc on leur propose, si vous voulez, une sortie. Donc et souvent on a un proverbe, on dit qui reconvertit bien recrute bien, puisque c'est plus facile de dire à quelqu'un viens, rejoins-moi. Et je te laisserai pas sur le carreau quand il s'agira de t'en aller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est dans cette logique de gagnant-gagnant, quoi, en fait. Voilà. Tu viens pour un temps déterminé, mais derrière il y a une issue, quoi. D'accord? Et donc aujourd'hui les entreprises elles essaient de développer aussi cette image. Par exemple, EDF a développé un truc qui est très rigolo. Ils travaillent avec beaucoup d'apprentis, mais ils savent très bien et pertinemment qu'ils pourront pas embaucher tous les apprentis. Donc qu'est-ce qu'ils offrent aux apprentis, en plus de leur apprentissage? Un programme qui s'appelle AlternUp, qui leur permet de développer un projet entrepreneurial en parallèle, donc de leurs études, plus de leur apprentissage, mais ils trouvent leur compte. Je crois que c'est soldé par un concours à la fin, avec une prime, etc. Vous voyez, cette démarche de dire... et j'aime bien, c'est une démarche qui est transparente. On n'est pas là pour enjoliver, dire tu vas rentrer, tu vas faire carrière. On n'est pas dans ce discours, puisqu'on sait que les jeunes, c'est pas nécessairement ce qu'ils veulent, faire carrière. Donc c'est une réponse justement à l'évolution des mœurs, des comportements sociaux, qui est attends, je passe, je prends ce qu'il y a à prendre et puis après on verra, quoi. Et si vous m'aidez pour la suite, je garderai une bonne image de vous et puis je vous recommanderai peut-être. Vous voyez cette approche de on se fâche pas, en fait. Il n'y a pas de... Vous savez, c'est comme en amour, quoi. Quand vous courez après quelqu'un, il va vous fuir, quoi. Si par contre vous prenez de la distance, vous allez faire en sorte qu'il s'attache à vous et vous allez le fidéliser quelque part. Donc c'est un instrument, je pense, de transparence, de compréhension des besoins, des psychosociaux qui correspondent avec notre ère, quoi. Aujourd'hui, la reconnaissance, c'est pas que salariale, elle est aussi dans la réalisation de soi, dans la quête de sens, etc. Alors pour le DRH, on va pas se mentir, c'est quand même un outil de GPEC, mais la GPEC, c'est quelque chose de positif à la base, mais c'est un terme qui a été un peu galvaudé, mais c'est de tenir compte dans les parcours des mobilités. On parle beaucoup de mobilité interne, mais on tient compte aussi des mobilités externes. Chez EDF, par exemple, ils ont intégré ça dans leur politique générale RH, et quand quelqu'un a un projet de création d'entreprise type essaimage salarial, il peut partir, il prend un congé, il a la possibilité de revenir,
Et on va tenir compte éventuellement, alors je sais pas si c'est scientisé et mesuré, mais on va tenir compte de l'acquisition de ces nouvelles compétences et l'intégrer en tenant compte de ce qu'il a su développer à l'extérieur, si son projet échoue ou s'il l'abandonne volontairement, quoi. Voilà. Pour l'innovation, c'est un super levier, quoi, puisque finalement, là, on revient sur les logiques intrapreneuriales, d'innovation participative, de corporate hacking, qui est en fait, c'est des mots un peu à la mode pour dire, on vous laisse du temps pour développer, imaginer, gérer des projets hors sol, quoi, en fait. Hein, il y a un moment, faut appeler un chat. Et ça peut, d'avoir cet état d'esprit, ça peut être bon pour la boîte, bon pour le salarié. Enfin, c'est vraiment toujours dans une logique gagnant-gagnant. Alors, il y a l'aspect RSE, responsabilité sociétale. C'est de se dire je laisse pas mes salariés sur le carreau, je les accompagne, je fais le lien avec le territoire, etc. Voilà. Et la direction technique, on peut le relier à la direction de l'innovation. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai mis, mais ça va être à peu près la même chose. Alors les objectifs, mais j'en ai déjà un peu parlé, c'est de renforcer l'attractivité de l'entreprise. D'une certaine manière, alors je ne sais pas si c'est un message qu'on pourrait mettre quand on recrute, mais pourquoi pas demain, on pourrait très bien voir, je vous recrute, mais si vous voulez partir, il n'y a pas de souci, et je vous accompagne. Je sais pas, pourquoi pas. Ça peut parler, je pense, à des jeunes. Enfin, moi, en 3 ans, j'ai eu 4 apprentis et 2 stagiaires. Alors on parle de génération YZ, je pense que c'est fondamentalement des conneries. Moi je me retrouve en eux et je trouve ça hyper positif de me sentir, et moi c'est ce que j'essaie de créer avec les apprentis que j'ai, mais de leur dire vous êtes libres, imaginez des choses, enfin prenez tout l'espace qui vous entoure et créez, et puis là aujourd'hui vous êtes là, et c'est pas grave si demain vous êtes ailleurs, et en fait j'étais comme ça il y a 15 ans, ils le sont, voilà, et sauf qu'aujourd'hui, je pense que la posture de l'employeur, du manager, elle doit changer pour ne pas être en résistance, quoi, en friction avec ça, et accompagner, en fait, quoi. Voilà, donc l'objectif, c'est de favoriser les solutions de mobilité des salariés. Je vous cache pas que effectivement, ça peut être un outil de déflation des effectifs aussi, mais il faut pas glisser dans les comment dire, il faut pas que ce soit un plan de départ volontaire, mais je veux dire, ça peut être un outil, suivant comment vous animez votre programme d'essaimage salarial, vous pouvez être plus ou moins incitatif, incité ou non au départ, quoi, mais c'est pas ce qu'on prône ici, quoi. Voilà. Apporter des nouvelles compétences aux salariés, c'est certain, développer une culture entrepreneuriale, bon. Augmenter les opportunités de marché de l'entreprise. Mais alors, développer une culture entrepreneuriale, ça me fait toujours rire, mais les qualités entrepreneuriales, si tant est-il qu'on arrive un jour à les définir, parce que là, il y a la littérature là-dessus, tout le monde n'est pas fait et n'est pas monté pour être entrepreneur, quoi. Et donc c'est vous le verrez, j'en parle après, mais c'est pas une machine où on veut chercher à transformer tout le monde. C'est l'accompagnement que l'on propose, il est orienté toujours autour de la personne, hein, bien sûr. Alors c'est augmenter les opportunités de marché, ça c'est dans le cadre des SMH stratégiques, valoriser la R&D, faire face aux évolutions économiques. Enfin vous voyez, il y a plein de bienfaits. Vous pouvez m'interrompre en fait, hein, quand vous voyez que je patauge. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Il me semble que la question c'est tout le monde ne peut pas être entrepreneur sur le même modèle. Oui, c'est vrai. Tout le monde est entrepreneur, tout le monde est acteur de sa propre création et de la création. C'est vrai. Après, on l'est tous finalement quand on organise un. Et oui. Et le start-up. Non, c'est vrai, ouais. Entrepreneuriat différent. Merci de rapporter un peu d'optimisme. Je suis un peu. D'un point de vue anthropologique, c'est pas la même chose. Non, vous avez raison. Non, mais c'est vrai, je suis complètement d'accord. Ouais, c'est vrai. Donc le processus. Oui, mais allez-y. Sur le développement de la culture entrepreneuriale dans les entreprises, il y a un point qui est très important, c'est que les SMH permettent de mettre en avant aussi cet esprit entrepreneurial que les salariés peuvent avoir et peuvent exercer dans le cadre aussi de la recherche de nouvelles idées au sein de leur entreprise. Oui. Donc c'est aussi un moteur aussi en dehors de tout projet d'essaimage ou tout projet de réalisation d'un porteur de projet, de développer cette culture au sein de l'entreprise par le fait même en fait qu'on
demande aux salariés de l'exacerber et de la montrer par le développement. Ouais. Alors, le mot, mais qui existe depuis longtemps, s'appelle l'intrapreneuriat en fait. C'est alors, Oui, c'est pratiqué quand même dans les structures l'intrapreneuriat. La culture oui. peut être développée au sein des PME. Mais après, c'est... alors, je dis pas ça parce que je travaille dans l'administration et qui plus est dans une administration particulière, militaire. Mais quoi qu'on cherche à développer une politique intrapreneuriale au ministère des Armées, sachant qu'on a déjà une politique liée à l'innovation participative qui est hyper performante en fait et qui est très souple et qui produit des innovations continuellement pour un coût assez dérisoire, quoi. L'intrapreneuriat, c'est d'aller plus loin en fait de la boîte à idées, du démonstrateur, du prototype, c'est d'accompagner quelqu'un, de lui donner du temps, plus de ressources, enfin c'est de mettre encore plus d'efforts sur son initiative pour développer. Effectivement, ça c'est plus une forme de programme. Après vous parlez de gymnastique managériale pour que tout le monde ouais, mais ça c'est intéressant. Mais moi je suis convaincu que ça développe l'employabilité, ça favorise l'épanouissement, etc. Puisque, enfin moi sur les qualités entrepreneuriales, je me repose sur une étude qui avait été produite par l'OCDE, ça s'appelait Empretech, et on retrouve des qualités. Et c'est vrai que c'est quand si on tente de chasser ces qualités personnellement, je pense que ça concourt à une certaine forme d'épanouissement, personnel et intellectuel hyper intéressant. Mais certains ne voudront même pas en parler. J'ai des collègues, voilà, c'est pas leur truc, mais c'est pas grave. Mais alors je suis très mal placé pour en parler parce que je connais très peu le sujet. Mais Google, il me semble Google avait introduit le fait que le vendredi après-midi, ou je crois le vendredi, c'était une journée dédiée au développement de projets parallèles, quoi, en fait. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Voilà, vous avez, le vendredi après-midi ou je sais plus, c'était tous les vendredis, vous faites ce que vous voulez, quoi. En fait, ce que vous voulez dans le cadre du job, mais. Beaucoup d'entreprises qui sont en mode sociocratique ou de management libéré. Ouais, l'entreprise libérée, on pourrait parler de ça, mais. Oui, c'est vrai que je crois que Google Maps, vous voyez, le truc de cartographie, je crois que ça a été développé comme ça. On trouve plein de trucs, de contenu sur Internet sur le sujet. Je pense que vous aurez pas de mal. Mais je pense, parce que j'ai un ami qui travaille, mais à Decathlon, ils ont cette approche où, je sais pas, demain vous êtes mordu d'un sport hyper particulier, quoi. Vous dites, je vais peut-être développer mon produit autour avec ma marque. Je vais voir comment je peux le marketer, etc. Ouais, c'est hyper. C'est hyper stimulant, non? Moi, j'aurais peut-être une remarque, une question qui fait le lien avec l'atelier précédent et qui anticipe sur votre slide où je vois abandon d'un tiers des projets. Je recontextualise. J'ai envie de vous poser la question suivante. Essaimage, certes, mais l'atelier précédent parlait en fait de la volonté de BPI France d'aller chercher, d'aller sourcer les BPI, les petites, les PME, donc un potentiel, et de les porter. Et ma question, c'est, on sait tous que notre tissu économique, c'est pas des grosses entreprises comme EDF, France Télécom ou Decathlon. En tout cas, nous, techniciens sur le territoire, les personnes auxquelles on a affaire, c'est pas des gens comme ça. Donc, comment est-ce que le processus d'essaimage où il n'y a pas un directeur général, une RH, d'ailleurs, un directeur, une RH, entre parenthèses. Bon, voilà. Ouais, voilà. Ah ouais, merde. C'était où c'est pas moi. La direction artistique, c'est pas moi. Et une RSE, une responsable du RSE. Ah ouais, c'est vrai. Tout ça pour voilà. C'est terrible. Ah ouais. Épargnez-nous ces stéréotypes-là. Vous dites que vous êtes jeune et vous n'êtes pas en XY. Soyez gentils, la prochaine fois, faites un effort. Quand vous voyez que dans les salles, on est à la précédente, on était majoritairement que des femmes. Ouais. Bref. On n'a pas trouvé l'infographie inclusive, mais je peux vous faire un barbu avec des couettes si vous voulez la prochaine fois, il n'y a pas de souci. Peut-être que ça tient qu'à ça. D'accompagnant. Pas de souci. Non, j'avais même pas remarqué en fait. Ma question, c'est
C'est une femme, l'infographiste qui a fait ça en plus. Vous voyez, comme elle est stockholmisée, quoi. C'est terrible. Ouais. Bah, c'est le syndrome de Stockholm, hein. C'est terrible. Ce que je veux dire, ma question, c'est, vous le comprenez bien, c'est en quoi est-ce que nous, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'essaimage? Comment on peut s'approprier cet essaimage-là dans les vrais publics que l'on reçoit toute la journée? Et alors, avec les moyens qui sont les nôtres, c'est-à-dire pas des entreprises qui ont 2000, 3000 entreprises. Ah, comment vous pourriez développer ça chez... Ouais, d'accord. Ah, je croyais que vous, pour travailler... D'accord. Ah oui, pour être... En fait, certes, mais tout cela, ça dépend et ça participe d'une logistique, de moyens, de structuration, de personnel. Mais écoutez, c'est bien. Alors là, ce que vous faites, c'est que vous posez la problématique, en fait. C'était ça. C'est de vous amener ce sujet-là pour... Mais je voulais pas vous l'amener comme ça, parce que ce serait vous mentir. Mais vous avez tout compris, c'est de vous apporter éventuellement des pistes d'opportunités de business. En fait, en tant qu'acteur de l'accompagnement, c'est ça. C'est aujourd'hui vous accompagnez, je sais pas, ok, bonjour, vous voulez faire quoi? On monte un projet, etc. Non, demain vous pouvez avoir aussi cette posture, comme certaines grandes incubateurs, accélérateurs ou cabinets XY font, c'est de se rapprocher d'entreprises pour leur dire, écoutez, vous avez réfléchi à l'essaimage, je connais quelqu'un de très bien qui pourrait vous apporter de la ressource, je pourrais imaginer avec vous un programme et avoir une approche d'accompagnateur, quoi. Effectivement. Mais c'est ça, je pense, que ce que vous me dites. Mais alors, pas que, mais bon, votre question était longue, mais je le prends sous ce prisme-là. Mais effectivement, je suis pas arrivé d'emblée avec ça parce que j'ai pas la recette déjà. Aujourd'hui, on voit, vous avez vu les entreprises qui sont réunies, c'est quand même c'est les grandes entreprises. Donc c'est à vous d'imaginer les possibilités. Je vais juste finir de vous répondre rapide. On a dans notre petit fascicule un petit exemple d'un entrepreneur qui est sur ce modèle-là en fait. Il a fondé sa TPE et puis en fait il fait du développement. Vous allez me dire, il développe en franchise. Ouais, mais il y a mis quelque chose. Vous allez voir qui est plus que de la franchise. C'est-à-dire que il commence par là. C'est un salarié qu'il a intégré à son niveau. Vous voyez, et qui, à un moment, il va détecter chez lui une envie de développement, vous voyez, une appétence pour dire l'entrepreneuriat, mais plutôt orienté dev, et il va lui dire, écoute, on va ouvrir une antenne à tel endroit, quoi. Vous voyez, finalement, il fait de l'essaimage stratégique. On n'est pas sur de la technologie, mais c'est de l'essaimage stratégique. Alors après, ça va être avec un contrat type commerce associé, ça peut être licence de marque, franchise, ça peut être une filiale, mais vous pouvez effectivement animer, vendre des choses, je pense, dans des entreprises de taille qui sont pas nécessairement voilà. Mais ça nécessite que vous soyez pas focalisé sur l'essaimage. L'essaimage est un outil à une politique de développement ou stratégique d'une entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il faut avoir une autre hauteur. Juste parce que moi j'ai fait un mémoire de recherche en fait sur cette thématique de l'essaimage dans le cadre de développement de petites structures d'accompagnement indépendantes. Donc je me suis posé beaucoup de questions sur justement spécifiquement la question que voilà. Donc quand même il y a une taille critique de l'entreprise qui revient dans tous les travaux de recherche qui ont été faits sur l'essaimage, qui fait que prioritairement ce sont quand même des grosses entreprises, puisque quand vous attaquez en fait ce développement, évidemment il faut qu'il y ait suffisamment de porteurs de projets à accompagner, et c'est pas la majorité en fait des personnes au sein des entreprises qui vont être demandeurs sur ces projets entrepreneuriaux. Donc déjà il y a cette base-là. Après, effectivement, dans la continuité de l'exemple que vous donnez, il y a certaines typologies d'activités sur lesquelles certains secteurs peuvent pouvoir faire de l'essaimage alors qu'on est sur des grosses PME, parce qu'on est sur des secteurs d'activité où on cherche à externaliser certains services qui sont au sein des entreprises, et notamment on pense j'avais pris comme exemple les cabinets de jeux qui servent à externaliser tous les services de sécurité, qui servent à externaliser tous les services de nettoyage, et qui du coup peuvent accompagner à l'essaimage certains de leurs salariés en interne pour créer leur propre structure et être sur la création d'un lien d'affaires après avec excellent, leur porteur de projet. Donc je vous enverrai si vous voulez mon mémoire de recherche que j'ai fait qui vous indique en fait que voilà, après vous pouvez être aussi sur les entreprises qui sont des secteurs plutôt
technologique où là, on va vraiment chercher à faire de l'essaimage parce qu'on va demander à un ingénieur de créer sa propre structure à l'extérieur parce que créer un service R&D au sein de BFM serait trop onéreux. Donc il y a quelques cas particuliers comme ça où la taille critique de l'entreprise n'est finalement pas fondamentale, mais finalement du coup il va falloir aller cibler certains secteurs très technologiques ou certains secteurs d'activité qui sont en recherche d'externalisation de services. Sinon on est sur une taille quand même critique. Et à combien la taille? Vous avez pu la calibrer, la taille critique? Alors, soit on est sur les entreprises qui sont en fait associées chez Diaz, donc ce sont le CEA, c'est en sur deux. Sinon, si on est sur des PME, Ah d'accord, pardon. Moi vous savez, comme hier à la conférence plénière, je suis un très mauvais maître du temps et non, non, mais c'est parce que c'est effectivement c'est intéressant et ça vient bien illustrer. Ou un consultant peut parfaitement créer son entreprise sur son modèle. Mais en tout cas, enfin là, je vais peut-être anticiper sur la conclusion, mais au début, je vous ai dit pourquoi pas l'entreprise comme premier organisme d'accompagnement des créateurs. Pourquoi pas demain les chambres de commerce. Je sais pas qui j'ai dans l'assistance, mais mystère. Mais pourquoi pas aller au lieu de pourquoi pas d'avoir cette approche pas B2C quoi, mais B2B2C, c'est-à-dire d'aller voir les entreprises qui sur peut-être des secteurs en tension pour plein de raisons, qui ont besoin d'externaliser ou besoin de mais on est filmé, mais d'être sur une favoriser une mobilité, voilà, des choses comme ça. Ben je sais pas, vous pouvez être force de conseil. Alors quelle serait votre légitimité? C'est de dire, comme on l'a dit hier et redit tout le temps, c'est qui le principal intéressé en fait? Ouais, mais le principal intéressé, c'est quand même la personne, quoi. Enfin, alors vous allez me dire, oui, il y a les intérêts de chacun, mais je pense que ça parle. C'est le porteur de projet, quoi. Je pense que c'est la bonne entrée. Et ça, vous le savez faire. Mais après, vous avez plusieurs clients, mais non, mais c'est pour justifier votre légitimité. C'est de dire, moi, je sais accompagner les gens dans leur mobilité professionnelle, dans la construction d'un projet, quoi. Enfin, ouais. Après, simplement, je vois bien qu'au niveau de la taille critique des petites entreprises, la ressource RH peut être partagée, c'est-à-dire externalisée et partagée. Et dans cette ressource RH, il peut très bien avoir le pack essaimage de sensibilisation des entreprises de toute taille, en fait. Ah oui. Le problème, c'est qu'il faut créer cette étoile et que ce soit un service. Ça peut être une CCI, mais ça peut être des prestataires externes, RH qui s'occupent de plusieurs entreprises qui ont dans leur package d'accompagnement la sensibilisation au pack d'essaimage, enfin à l'essaimage. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, et juste pour regarder pour l'anecdote, vous allez voir, c'est très rigolo. On a la Sodesi, c'est la filiale de Air France qui s'occupe d'accompagner les mobilités des salariés d'Air France. Et je connais bien son responsable, qui traite de la création d'entreprise. Et il me dit, c'est marrant, mais après tant d'années, et il me dit, les RH, ils viennent nous voir parce qu'en fait, ils sont constamment sollicités sur des questions liées à la créa. Mais c'est marrant, ils viennent, les gens, je sais pas, je vous dis une connerie, je veux ouvrir une chambre d'hôte, je veux faire des confitures, je veux lancer ma marque de fringues tranquillement. Et ils vont voir les RH, parce que c'est l'interlocuteur naturel de ces préoccupations-là. Donc il est en train d'organiser des formations en interne sur ça, parce que les mœurs évoluent. Et il a lancé un appel à d'autres entreprises qui sont pas Air France. Et ça répond à l'appel. Et je vous cite pas les noms de ces entreprises qui viennent, mais il y a une demande en fait. En fait, voilà, je vous le dis, il y a une demande des entreprises, quand même d'une certaine taille, mais des entreprises d'une certaine taille, il n'y en a pas qu'à Paris, et qui sont interrogées quotidiennement sur l'entrepreneuriat et la création d'activités, parce que c'est deux choses différentes, et ils ne sont pas forcément armés. Donc je pense que c'est peut-être ça la porte d'entrée, mais de dire que comme vous êtes l'interlocuteur naturel sur le territoire des entrepreneurs, peut-être à vous de jouer cette carte-là. Surtout que 14% des salariés ont envie d'entreprendre. Ouais, alors moi alors là... Non, mais le salarié est malade, chiffre entrepreneur, il y a des prévisions.
Oui. Ouais, alors ça, sur l'intention entrepreneuriale, je rigole beaucoup à chaque fois parce que quand vous prenez les chiffres, en fait, si vous rapportez le nombre d'entreprises créées à la population active, eh ben, en fait, on a, je crois, j'ai calculé, c'est que 1 ou 2% en fait, le taux de transformation. Donc quand on me dit un Français sur 2 va entreprendre, non. Il y en a 2% de la population active. Sinon, ça me donne un chiffre à 0,2 décimales. Enfin. De reconnaissance, oui. Le salariat est malade. Se libérer du joug du. Ouais. Tout à fait. Ouais. Qui génère des. Ouais, des tensions et on voit souvent la première motivation à entreprendre, c'est l'ascenseur social, quoi. On cherche à accéder à pas un statut social, mais un stade d'évolution professionnelle qu'on n'a pas trouvé par ailleurs, quoi. On voit aussi beaucoup de gens entreprendre parce qu'ils fuient une situation professionnelle, voilà, qui est pas satisfaisante, quoi, un peu par défaut. Oui. Alors, ça c'est hyper empirique. Là, les chiffres, c'est voilà, donc pour nos amis les chercheurs. Et non, mais en général, le processus d'accompagnement, d'ailleurs, comme chez nous, la règle d'or, c'est l'anticipation. Alors, ce que j'aime bien dans l'anticipation, c'est que effectivement, on a le temps de se poser toutes les bonnes questions. Hein, c'est ça. Enfin, moi, mon métier, je le définis comme ça. Hein, c'est de m'assurer que la personne en face de moi s'est posé toutes les bonnes questions pour pas aller dans le mur et qu'il prenne des décisions en conséquence, quoi. Après, trop anticiper, on finit par pas vraiment agir, quoi. J'ai travaillé dans l'insertion et la reconversion. Dans l'insertion, c'est marrant, vous avez des gens qui sont en fin d'allocation chômage, et c'est marrant, l'action, c'est le maître mot. Celui qui est en reconversion et qui a 12 mois du départ, ou des fois 24 mois, en fait, il va vraiment se poser les bonnes questions que l'avant-veille du... c'est toujours comme ça. Donc, en fait, le processus, j'ai envie de vous dire, ça va de 6 à 12 mois selon l'urgence, mais aujourd'hui, vous voyez, nous, au ministère des Armées, c'est très intéressant. Donc, notre cœur de métier, c'est normalement le militaire, parce que c'est lié à son statut. Ensuite, je vous fais très court, mais on touche les civils restructurés, puisque aussi dans la fonction publique, on est soumis à des restructurations. Mais demain, je pense que je peux le dire, on va accompagner également les civils de la défense, titulaires ou contractuels, dans leur mobilité externe vers la création d'entreprises. On va vraiment faire là de l'essaimage. Parce qu'aujourd'hui, ce que je fais, moi, à l'agence de reconversion, c'est pas vraiment de l'essaimage. Nous, c'est intégré au processus RH, c'est notre position nominale, quoi. Vous voyez, parce que les 3/4 des militaires sont en CDD. Mais l'essaimage salarial, c'est bien quelqu'un pour lequel il n'y a pas une urgence, il n'y a pas de date de départ, il n'y a pas d'ultimatum, et qui se dit pourquoi pas. Voilà. Et on a des gens qui aujourd'hui vont tester leur activité en cumul d'activités. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a, ils vont prendre une disponibilité, puis ils vont revenir. Et le processus de maturation, il peut durer 4 ans, en fait. Donc c'est ce dont on parle en ce moment avec les services des ressources humaines, les services civils des ressources humaines, enfin les services des ressources humaines du personnel civil. Et on s'est dit quelle est la temporalité de l'accompagnement, en fait. On commence quand et on s'arrête quand? En fait, vous commencez dès que quelqu'un vient vous voir. Et ça peut durer... alors on va pas lui octroyer des financements indéfiniment, mais potentiellement ça peut être 4 ans avant, 5 ans avant, quoi. Mais on préconise faire ça sur 12 mois, quoi. Enfin, il n'y a rien de... Ouais, voilà. Donc, ouais, il y a cette spécificité. Alors, chez nous, il n'y a pas de passage en comité, on ne dit pas comme ça. Disons que moi, c'est un peu particulier. L'agence de reconversion de la défense, c'est pas vraiment ce process, mais si vous reprenez celui d'EDF, de Sanofi, d'Orange, j'ai envie de dire des entreprises qui ont fondatrices de Dièse, ils sont sur ce mode-là. Voilà. Donc après, on a un accompagnement, mais qui n'a rien. Et là, vous vous disiez, comment ils font? Ils ont peut-être une recette. Eh ben non, on a la même recette que vous. Après, on n'exécute peut-être pas la recette de la même manière. Mais donc, en gros, il y a une phase d'émergence, d'accompagnement, de financement. Et là, c'est très rigolo parce que certaines entreprises qui pratiquent l'essaimage, même salariales, peuvent accorder
un prêt ou une avance remboursable ou même un chèque, une subvention, quoi. Ah oui. D'accord. Et voilà, c'est masse salariale hors plan de départ volontaire, hors PSE, etc. Vous voyez. Donc voilà. Et mise en réseau avec des apports. Enfin, vous voyez, enfin, il y a toujours cette. On est toujours dans cette même démarche, quoi. En fait, l'émergence, la construction du projet, la recherche de financement ou non, alors interne ou externe, et puis la mise en réseau. Il peut y avoir, mais on le montre pas. D'ailleurs, c'est bête parce que il y a aussi tout ce qui est lié à l'acquisition de compétences techniques. Il peut y avoir des plans de formation dédiés pour je sais pas, c'est un CAP pâtissier, etc. quoi. Voilà. Et puis j'ai rajouté ça parce que c'est quand même, je ne connais pas chez Diez dans les 20 membres une structure qui fait tout en chambre, de manière isolée, quoi. Je n'en connais pas, puisque c'est aussi la spécificité de notre métier, c'est que tout seul on n'est pas bon à grand chose, et plus fort on est meilleur. Le plus dur dans notre métier, effectivement, je m'en suis rendu compte quand je suis arrivé au ministère des Armées pour installer ce produit, parce que je développais une offre d'aide à la création d'entreprise, et je me suis dit, c'est ça la complexité, c'est avec quel acteur, avec qui j'ai des complémentarités fortes, quoi, en gros. Et avec qui de qui je peux me rapprocher pour travailler et recréer un semblant de lisibilité pour l'usager, quoi, en fait. C'est le gros défi, je pense, de nos structures, c'est d'être un bon prescripteur, en fait. Parce que ça, on a fait le deuil, hein. Moi, donc on a 300 conseillers mobilité, hein, au ministère des Armées. On est comme une petite agence, on a 80 points d'accueil colocalisés avec les unités, etc. Et on a, j'ai pu spécialiser, on va dire, une cinquantaine de conseillers. Mais c'est pas des conseillers experts. C'est pas comme, je parle de moi, mais moi j'ai une formation en gestion d'entreprise, quoi. J'ai fait de la finance, du droit, du marketing, et j'ai toujours fait de l'accompagnement à la création d'entreprise. Là, ce sont des conseillers en mobilité. Ils doivent pouvoir parler de VAE, de financement de la formation professionnelle, s'adresser à quelqu'un de très peu qualifié à quelqu'un de très qualifié. Ils doivent pouvoir parler un peu de création d'entreprise, etc. Et aujourd'hui, c'est quand même, je fais une parenthèse, mais parce que c'est un sujet qui m'importe beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une tendance à la déspécialisation de ce métier, en fait, et à voir des gens plutôt généralistes faire le métier que l'on faisait avant, où on ne faisait que ça, quoi. Et donc il faut vite en prendre conscience et puis s'entourer de ceux qui savent, quoi. Voilà. Je sais pas si ça vous parle, mais j'aime faire la futurologie. Voilà. Et donc après, phase de développement, etc. Enfin, rien de, voilà. Alors les facteurs clés de succès, si on veut que ça marche, il faut que ce soit, faut qu'il y ait un vrai dispositif interne. Mais vous savez, c'est la recette qu'on retrouve dans tous les modèles conceptuels d'écosystème. Je ne sais pas si vous connaissez le modèle conceptuel de l'écosystème entrepreneurial du Babson College. Non? Bah, en gros, le mot écosystème, j'adore, on en parle tout le temps, mais on ne sait jamais ce que c'est, quoi, en fait. Et le premier facteur clé de succès d'un écosystème, c'est la gouvernance, en fait. C'est une volonté forte de la direction de faire. Mais ça vaut dans tout, en fait, dans la vie, quoi. S'il n'y a pas le soutien, en fait, il n'y a rien de possible si le grand chef, il veut pas, quoi. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est important. Il faut y mettre les moyens, etc. Il faut que c'est de la crédibilité. Enfin, faut être crédible aussi quand on fait ça, hein. Voilà. Et puis, il faut aussi être rassurant, quoi. Moi, je pense qu'un salarié qui veut quitter sa boîte, je sais pas s'il va vouloir en parler à son RH, quoi. Il y a aussi beaucoup je pense, d'autocensure, de freins, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de salariés qui passent par les CCI et qui, d'ailleurs, les flux sont pas énormes, hein. Vous les découvrirez dans le fascicule, mais on parle pas de dizaines de milliers de personnes accompagnées, hein, dans ces grandes entreprises, quoi. Je pense que certains font leur truc d'un côté et puis ils en parlent quand c'est vraiment sûr. Bon, peut-être que je me trompe. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on privilégie la capacité entrepreneuriale du porteur, quoi. En gros, on n'est pas en train de pousser tout azimut, quoi. Voilà. Si on veut pousser quelqu'un à la porte, bon, bah, on fait un... Comment on la travaille? Ah bah, je sais que c'est votre sujet, alors...
Vous allez en parler au prochain congrès, s'il a lieu. Ensuite, il y a l'accompagnement dans la construction technique et méthodologique. Effectivement, voilà, il faut transmettre des compétences de base sur comment on monte un projet, etc. Favoriser la mise en réseau, c'est ce que je vous disais. Articuler les différents dispositifs, je me suis, spoilé moi-même, mais c'est tout l'enjeu. Ah oui, ça c'est réseau interne-externe. Vous voyez, un peu d'érodite, hein, mais articuler avec les différents dispositifs. Regarde, je vais vous parler d'un cas qui, hier soir, j'ai eu un coup de fil. Donc, on a une agence d'innovation de la défense. Et on a aujourd'hui, mais je vous en dirai pas plus parce que j'en sais pas plus, mais quelqu'un qui a développé, j'imagine, s'ils m'ont appelé quelque chose, un produit qui est dual. Un dual, ça veut dire qu'il touche à la fois au monde militaire et civil. Parce que si c'est purement civil, quoique, ça pourrait être possible. Et j'ai l'impression, d'après le coup de fil qu'ils m'ont laissé, que cette personne veut s'en aller. On serait dans le cadre de l'essaimage techno, stratégique, etc. Donc, il me passe le relais pour que nous, on puisse l'accompagner dans son parcours de reconversion. Vous voyez ce que... Vous voyez, on se parle, quoi. Et l'idée, c'est quand même de valoriser la qualité des impacts de cet accompagnement, etc. Voilà, c'est de parler de ce que l'on fait. Alors, on a un guide qui vous expliquera tout ce que je vous ai dit, mais en mieux. Voilà, il a été rédigé, par terre d'avance. En fait, avant c'était Argo et Siloé. Voilà. Avec Didier, mais ne me demandez pas de... Voilà, merci, que j'apprécie énormément au passage. Et donc l'association des donc on a fait ce petit guide, qui aussi, voilà, il est aussi téléchargeable. J'avais fait une petite conclusion, mais parce que voilà, je pense que c'est bien de favoriser la mobilité, l'essaimage, parce que je pense que ça peut être un argument d'attractivité. Il faut que ce soit quelque chose de responsable, en fait. Donc c'est pas... on fait pas ça, c'est pour faire sortir les gens, quoi. On dit tiens, je te donne un chèque et puis tu t'en vas. C'est pas du tout ça. Et complémentarité, c'est ce que je vous ai dit, c'est que le cœur de métier de Sanofi, c'est pas d'accompagner des créateurs. Le cœur de métier du ministère des Armées, c'est pas quoique on est quand même bien monté en compétences, mais c'est pas voilà. Donc on fait avec les autres. Voilà. Merci. Je voudrais intervenir sur un témoignage. En ce qui concerne l'armée, les gens sont en CDD. Donc, effectivement, il y a vraiment une logique, je dirais, d'accompagnement à la sortie, qui est logique, puisque il y a une temporalité. Là, nous, on est accompagnés. Alors, je suis une start-up, c'est un site de rencontre entrepreneuriale qui met en relation les entrepreneurs, les excellents, les créateurs, qui s'appelle Micro. Et on a été accompagné par SNCF Développement. Et SNCF Développement, je vois que je fais partie de Dièse. Parce qu'ils ont ce problème d'essaimage. Et SNCF Développement, au moment où on a été repéré et intégré, ils accompagnaient 10 personnes dans l'année seulement. Ouais, mais c'est des petits flux. Et aujourd'hui, ils en sont à 100. Voilà, donc ils ont volé, ils sont 145 000 et ils ont un gros problème. Et leur problème majeur, c'est de comment faire passer le message auprès des salariés qu'ils ne mettent pas en place ce service d'essaimage pour dégraisser le mammouth. Et leur gros problème, il est là. Et alors que je pense que c'est un vrai flux de futurs entrepreneurs, l'essaimage, dans la mesure où on arriverait, sur le plan marketing, à bien expliquer au sein d'un service RH que c'est un pack, l'essaimage, d'accompagnement, mais que ce n'est pas dans un but tortueux, et tout leur problème à niveau de la SNCF, c'est d'arriver à bien développer ce service sans avoir l'impression de dire... On se demande pourquoi, je comprends pas. Non mais ça c'est alors c'est vous savez il y a des combats qui méritent d'être menés, hein. Il y en a, on sait qu'on peut les gagner, on y va. Mais ça c'est vieux, enfin je suis pas vieux, hein, mais c'est vieux comme le monde. Je vous dis pourquoi j'ai travaillé dans un cabinet de haut placement dans une vie professionnelle antérieure et j'animais une cellule d'essaimage externalisée pour un groupe dont je tairai le nom et on m'avait dit ouais bon avant de commencer voilà 2-3 coupures de presse et si je regarde les coupures de presse les syndicats remontés contre cette cellule d'essaimage qui n'est autre qu'un plan de départ volontaire déguisé nanana, je suis désolé mais non parce que les gens que je recevais
parce que j'ai vu tout dans les plans de départ. Parce que dans les plans de départ volontaires, j'ai vu des gens qui avaient été désignés volontaires. Là, j'avais des gens dans le cadre de ce truc-là, ils n'étaient pas forcés. Alors après, j'ai pas le background, peut-être qu'il y avait il y avait des trucs effectivement, mais ça m'a semblé jamais à aucun moment malsain, quoi, parce que le truc c'est clair, enfin la loi, après vous allez dire je fais mon politicien, mais voilà, c'est noir, c'est noir ou c'est blanc, quoi. Et il y aura, les syndicats seront toujours, et c'est leur rôle en fait. Donc je veux dire, oui, vous pouvez habiller le message, le dire à l'endroit, à l'envers, mais vous avez raison de mettre le doigt là-dessus, parce que c'est ce qui fait grincer. Même moi, vous avez vu, des fois, je sais pas trop comment me positionner, mais il faut jouer avec, je pense qu'il faut les intégrer, les impliquer, leur montrer. Il y a comme ça qu'on conduit le changement, entre guillemets. Les premiers syndicats, le premier syndicat sous Napoléon était donner la possibilité à des salariés qui n'étaient pas bien payés par le patron ou pas reconnus de partir. Ah, pas mal. Ah ben oui, c'est le fondement du syndicalisme, c'est le compagnonnage. Ouais. Je pars à partir du moment où mon talent n'est pas reconnu. Super intéressant. Ouais, très bien. Donc, ouais, excellent. Attention, sur les... ouais, mais on va pouvoir créer des extensions à notre guide qui a besoin d'illustration encore. Ouais. Ok. Alors moi, j'ai le timing, je sais pas. On a dépassé, mais personne ne m'a bousculé, alors je sais pas. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était audible, intelligible? Oui, enfin... Voilà.